Rebonjour. Rebonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver presque tous et presque à l'heure. On va démarrer tout de suite avec cette première séance de l'après-midi. On accélère la... Voilà. Alors on l'a bien compris ce matin, la France a encore beaucoup de retard à rattraper en termes d'attractivité et de compétitivité. Le pays doit changer, il doit changer plus vite et nous avons pu formuler ce matin l'ensemble de nos recommandations. Un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a sans doute, on peut l'espérer, un tronc commun de mesures autour desquelles une majorité de Français et de dirigeants pourraient se reconnaître et s'entendre pour améliorer cette attractivité du pays. Mais la question du quoi est peut-être moins importante que celle du comment. Napoléon disait « quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit », mais l'histoire nous prouve en France que ce n'est pas toujours aussi simple. La France est-elle réformable ? Comment s'y prendre? C'est une question ardue pour laquelle il fallait des réservoirs à cogitation, des think tanks, et ce ne sont pas les moindres que nous avons aujourd'hui avec nous pour en parler. Merci à Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, à Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, à Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, à Robin Rivaton, directeur général de Paris Région Entreprises, et à Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Ce débat sera animé par François-Xavier Pietri, chef du service économique et social de TF1 et LCI. Christophe Catoire, président du groupe ADECO en France, va présider cette table ronde. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup Olivier. Bienvenue pour cette première table ronde pour cet après-midi. C'est à moi qu'il revient l'honneur, et c'est un vrai honneur, d'accueillir nos invités, illustres témoins, dirigeants des différents think tanks français, pour adresser un sujet qui est pas des plus simples, qui est de savoir comment réformer la France, et finalement, la France est-elle réformable? Alors c'est vrai que cette année a été une année tout en contraste, un début d'exercice sur lequel beaucoup d'espoirs ont été fondés sur notamment ce projet de loi El Khomri, et en finale une déception. Pourtant, c'était probablement une belle opportunité pour notre pays pour pouvoir se doter d'une réforme participant à son attractivité et surtout rompre avec une stratégie des petits pas qui faisait le mode de réforme jusqu'à présent utilisé en France. Au-delà de ça, nous-mêmes, dirigeants de filiales françaises de groupes multinationaux, nous avons soutenu cette réforme, signant ensemble, à plus de 100 dirigeants, une tribune qui montrait que cette réforme allait dans le bon sens et participait pour nous à l'attractivité de la France. Nos maisons mères également y ont vu probablement une façon de remettre la France sur un pied d'égalité dans le cadre d'une compétition internationale très féroce. Et disons-le tout de suite, ce projet de loi El Khomri, dans sa version initiale, nous l'avons trouvé à la fois courageux et ambitieux, et probablement véhiculant cette idée de vouloir réformer enfin notre droit français, comme d'autres pays autour de nous l'avaient fait. Et je citerai notamment en tout premier lieu l'Italie avec les lois Renzi. On a parlé déjà ce matin du contrat unique à droit progressif, mis en place et qui depuis a donné lieu à 600 000 créations nettes d'emplois en à peu près 2 ans, alors même que la conjoncture économique n'était pas plus favorable qu'en France, ou encore à l'Espagne qui a choisi d'autres modalités en reprenant les modalités de la négociation dans l'entreprise, en les privilégiant versus la branche ou versus l'État. Disons-le de manière assez nette également, ce rendez-vous à ce stade est un rendez-vous manqué. En effet, la déception est à la hauteur probablement de tous les espoirs que nous avions entretenus par rapport à cette loi-là. Certains se sont même hasardés à dire que probablement que ce projet de loi El Khomri illustrait, voire confirmait, la très grande difficulté qu'avait notre pays à aller au bout de ses réformes. Et de notre côté, en tant que dirigeants, difficile derrière de revenir vers nos maisons mères pour demander à nouveau mettre la France comme étant un terrain de priorité en termes d'investissement, même si bien sûr nous-mêmes véhiculons l'idée que notre pays est un pays attractif. Alors la question qui est au centre de tout cela, c'est la France est-elle réformable? Et c'est bien l'objet de cette table ronde think tank que j'aurai le plaisir de présider. Avant cela, peut-être juste quelques pistes
La première, de nombreux économistes ont porté de leur vœu cette loi, et même à l'issue, et même avec la déception qu'elle a pu susciter, on dit finalement, ça ne remet pas en question la capacité de la France à se réformer, ne serait-ce que parce que tout n'a pas été essayé, et parce que probablement que l'idée que la méthode et le mode d'emploi n'étaient pas le bon, étaient probablement les problématiques qui ont causé ces effets. Le deuxième point, il est important, c'est que nous-mêmes, dirigeants de filiales françaises, nous sommes toujours complètement convaincus que la France est capable de faire sa réforme. Et d'ailleurs, ça n'est pas neutre si ce matin encore, nous avons formulé des propositions pour participer à cette réforme. Nous notons juste que l'urgence à le faire devient de plus en plus cruciale. Alors la France est-elle réformable? Quelle est la méthode employée? Quel est le mode d'emploi? Le projet de loi El Khomri a beaucoup été commenté et je m'arrêterai peut-être sur quelques commentaires plus spécifiques. Le premier, quel est le timing pour faire une bonne réforme? À la fin d'un quinquennat, à quelques encablures d'une présidentielle, était-ce le bon timing pour présider à cette réforme? Deuxième élément, la consultation des instances représentatives, des partenaires sociaux. En général, ces réformes se traduisent par une négociation en coulisses et l'officialisation se fait finalement quand tout est quasiment bouclé. Force est de constater que l'alignement n'était pas parfait et qu'on a eu droit à une confrontation plutôt qu'à un dialogue constructif. Troisième élément, et pas des moindres, la pédagogie. Comment expliquer que les premiers bénéficiaires de ces réformes, à savoir les jeunes, les outsiders, comme on les a appelés, étaient les premiers et sincèrement, on ne peut pas le leur reprocher à être dans les rues par incompréhension totale de ce qu'ils ont appelé une série de mesures techniques. Et derrière cela se cache certainement une des pistes de réflexion pour nous. Comment faire une réforme sans avoir de sens, de vision et de direction? Et je me hasarderai pour terminer à dire que le parallèle avec l'entreprise peut être fait, même si bien évidemment l'entreprise n'est pas l'État. Chaque fois qu'une entreprise doit se réformer ou se restructurer, pour engager ses collaborateurs, pour obtenir leur commitment, il est nécessaire que l'entreprise explique là où elle veut aller, quelle est la direction, quel est le cap et quels sont les bénéfices à en retirer. Il a probablement manqué de cela dans la réforme, le projet de réforme El Khomri. Alors oui, en conclusion, nous croyons à ce que la France puisse se réformer, ne serait-ce que parce que nos voisins l'ont fait, et on n'est pas plus bête qu'ailleurs. Maintenant, probablement que dans le cadre de l'élection présidentielle, dans le cadre de mesures techniques, plus nombreuses les unes que les autres dans le cadre de cette campagne électorale, il faudra une vision pour porter cette réforme. Je vous propose maintenant de laisser la parole à nos illustres témoins pour en débattre, et je laisse la parole à François-Xavier Pietri, qui animera nos débats. François-Xavier. Alors, merci Christophe. Nos illustres témoins, réunis donc sur 2 mètres, vous avez un concentré, si je puis dire, un peu sous forme de boîte à sardines, ou boîte à anchois, ça dépend comment vous voulez le qualifier, de réflexion et d'intelligence, comme le disait Christophe Catoire tout à l'heure. Ce que je voudrais, c'est quand même qu'on aille au-delà. Évidemment, vous avez beaucoup parlé de la loi El Khomri, mais notre débat va très au-delà de cela, puisque la thématique générale, c'est la France est-elle réformable? Ce sera le premier thème que je voudrais qu'on aborde tout de suite. Et puis on posera effectivement un certain nombre d'autres questions, en partant du principe quelle est la bonne méthode pour réformer, comment faire pour dépasser les clivages partisans, est-ce qu'il y a des modèles à suivre à l'international? C'est un petit peu le canevas général que je vous propose pour cette discussion. Alors, tout de suite, voilà, la question elle est posée. Vous qui êtes des groupes de réflexion, qui avez tous contribué d'une manière ou d'une autre à faire avancer la réflexion sur ces réformes. Est-ce que, quand vous voyez cet exemple de la loi El Khomri, mais on peut aussi parler de la loi Macron auparavant, hein, où il a fallu utiliser le 49.3, est-ce que la France est réformable? J'ai envie de poser directement la question, et je vais la poser, puisque la parité est très représentée à cette table, à Agnès Verdier-Molinier, qui sera donc la première à répondre sur la question. Voilà. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Cette question, la France est-elle réformable, nous taraude tous en fait. Et souvent, quand on propose des solutions, quand on propose de nouvelles idées, on entend mais attends, t'es en France là, culturellement ça peut pas passer. On avait proposé à l'époque une mesure qui était sur l'ISF pour financer les PME en capital.
Et on nous avait dit dans les années 2000, mais jamais une mesure comme ça ne passera en France. Et puis, dès qu'un nouveau gouvernement arrivera au pouvoir, on la supprimera. Et puis, en fait, pas du tout. Elle n'a pas été supprimée, elle a été même sanctuarisée. Et ça fait partie des seules mesures qui, dans ces dernières années, ont permis de financer en capital les emplois marchands, les start-up, les nouvelles aventures entrepreneuriales. Alors, de quoi on parle? On ne parle pas simplement de réformer pour réformer. On ne parle pas de s'amuser à cocher des cases pour dire ça on l'a fait, ça on l'a fait. On parle de faire baisser le chômage, remonter le taux de croissance, redonner confiance dans notre économie. Et ça, bah oui, ça passe par des réformes structurelles. Le problème majeur, c'est que tous les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir ces dernières années n'ont pas pris la peine, au moment de la campagne, de dire voilà ce que je vais faire, voilà comment je chiffre, voilà à quoi je veux arriver, voilà quels sont mes objectifs. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on a remarqué sur la révision générale des politiques publiques, il y avait pas mal de mesures qui étaient additionnées, disons, sur de la dépense publique, mais en même temps, on avait des dépenses à côté. Donc, les économies qui ont été chiffrées grâce à la révision générale des politiques publiques, elles ont été largement balayées par des dépenses supplémentaires. Donc, au final, on n'a pas fait baisser du tout la part de dépenses publiques dans le PIB. Et on n'a pas fait baisser non plus le poids de la fiscalité. Même en fin de quinquennat 2007-2012, on a augmenté la fiscalité, et notamment sur le capital, et notamment la CSG sur les revenus du capital, qui est passée à l'époque à 15,5. Donc là, on a devant nous une possibilité, avec la présidentielle de 2017, qu'au lieu d'arriver au pouvoir en se disant « Tiens, par quoi je pourrais commencer au mois de juillet et qu'est-ce que je pourrais mettre dans une loi de finances rectificative ?» qu'il y ait le programme vraiment sur la table, avec les chiffrages, avec les objectifs. Quel objectif en 2022 de dépenses publiques, de taux de prélèvement obligatoire, d'emploi public, de masse salariale, Ça, Agnès Verdier, on y viendra tout à l'heure, parce que justement, ça fait partie du sujet, des méthodes, et on voit que d'ailleurs, dans cette campagne, en tout cas pour ce qui concerne la droite, puisque ce sont les premiers à se déclarer, on a un certain nombre de choses qui sont sur la table. Moi, je voudrais revenir sur cette idée de la France est-elle réformable? Votre réponse, la première, c'est de dire c'est difficile. Il ne se passe pas rien en France. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Thierry Pech, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que, après tout, la France est aussi un pays qui bouge. Ah oui, ça c'est tout à fait évident. Moi, je comprends qu'on se pose la question de savoir si la France est réformable, mais la réponse est dans la vie politique qu'on a observée ces dernières années. Elle se réforme. Alors, elle se réforme. Le problème, c'est qu'elle se réforme lentement, à petits pas, et à un coût politique très élevé. Vous savez, la différence entre une entreprise, vous preniez cet exemple, et l'État, c'est que concernant la réforme publique, nationale, ce sont les salariés qui votent. Ce n'est pas le cas dans une entreprise. Et donc, les conditions politiques de formation des majorités pèsent d'un poids tout à fait considérable sur le destin des projets de réforme. Bon, Laurent Bigorgne et moi, on se sent forcément concernés de très près par la loi El Khomri, puisqu'on a produit des rapports qui ont inspiré, avec le rapport Combrexel, beaucoup de dispositions du projet de loi El Khomri. Mais on sait très bien en même temps que la capacité du Parlement à réunir une majorité solide autour d'un texte comme celui-là, elle est très faible. Pas simplement parce que le groupe majoritaire au Parlement est lui-même traversé par des divisions, mais parce qu'on sait qu'il est institutionnellement quasi impossible de créer des majorités transpartisanes sur ce genre de texte. Et donc je pense qu'on a un gros problème dans nos institutions. On peut continuer à jeter la pierre à tel ou tel camp, telle ou telle personne, mais enfin ça fait pas mal de mandats successifs qu'on peut faire à peu près le même constat. On a des réformes qui sont des réformes partielles, lentes, petites, qui se heurtent à des mobilisations hostiles. Donc pourquoi ça se répète tout le temps? C'est sans doute que le problème n'est pas dans un camp ou dans l'autre, ou dans une personne ou dans une autre. Le problème est dans nos institutions. On a des institutions qui ont été faites à une époque où le facteur principal de modernisation, c'était l'État. Dans une économie qui était encore à l'époque quasi semi-administrée. Les institutions de la 5e, elles sont nées dans ce contexte-là. On n'est plus du tout dans ce contexte-là. Quand on regarde nos partenaires européens,
Alors je sais qu'on peut avoir des débats, y compris entre nous, parce que ça nous arrive souvent de discuter ensemble, là, nous qui sommes autour de cette table. Il y a des gens qui sont hostiles à la proportionnelle, des gens qui sont favorables. Bon. Mais quand on regarde les autres régimes européens, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce sont des régimes parlementaires où le régime proportionnel est souvent occupe une place importante et où les majorités dans les chambres basses sont plus mobiles. Qu'est-ce qu'on a observé avec la loi Macron? Si on est très honnête, qu'est-ce qu'on constate? On sait bien que la majeure partie des députés centristes, de centre droit, étaient favorables à ce texte. Néanmoins, quasiment aucun d'entre eux ne l'aurait voté. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien à qui devront leur investiture 3 ans plus tard. Et donc, ils votent contre leur conscience, ou au mieux, ils s'abstiennent. Voilà la réalité de la vie institutionnelle. Et ces institutions ne conviennent plus, me semble-t-il, aux besoins d'un pays où l'économie n'est plus semi-administrée, où l'État n'est plus le modernisateur en chef, et où il faut passer par des réformes structurelles concertées. Voilà, on a un gros problème institutionnel à mes yeux. Alors, Laurent Bigorre, justement, puisque vous venez de l'évoquer à l'instant, cette réforme, en tout cas si on reste sur la loi El Khomri, c'était en 2015 l'urgence des urgences. C'était voulu par Manuel Valls. Il y a eu votre rapport, l'Institut Montaigne, Terra Nova, le livre de Robert Badinter, puis ensuite le rapport Combrexel. Jamais, si je puis dire, il y a eu autant de textes et de réflexions pour porter une idée qui finalement s'est terminée par 4 mois de contestation, 19 journées de mobilisation dans la rue. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ça ? Je pense, j'espère que vous m'entendez bien, parce que on se faisait la réflexion, Gilles et moi, qu'on avait entendu la moitié de ce qu'avait dit Thierry. Vous avez bien entendu dans la salle? Bon. Oui, c'est bon. Vous avez beaucoup de chance. Bon, voilà. Mais comme le dit Thierry, comme on se parle assez souvent, on se devine aussi. Vous n'avez pas besoin de vous entendre, vous. Non, peut-être pour dire que la loi El Khomri, elle nous a particulièrement intéressés du fait des enjeux qu'elle portait. Ça n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que des réformes qui sont souhaitées parce que, après plusieurs années de diagnostic, on se dit qu'il est enfin temps d'agir, qu'on vise des objectifs nobles, en l'occurrence le retour au travail du plus grand nombre de nos concitoyens qui en sont dépourvus, et par ailleurs une capacité à se dire que ce texte peut être transcourant, ou devrait l'être. On a plusieurs cas. Je vais prendre un cas archétypique dans un autre champ, qui est l'autonomie des universités. L'autonomie des universités, c'est le modèle qui s'est imposé dans le monde entier, et particulièrement dans les pays qui réussissent particulièrement bien à créer des universités de rang mondial. C'est quelque chose qui n'est ni de gauche ni de droite a priori. C'est quelque chose qui par ailleurs coûte assez peu d'argent quand on le regarde à T0. Et donc on se dit, voilà quelque chose qui devrait faire consensus dans le cadre d'un débat rationnel, raisonné, éclairé dans une enceinte parlementaire ou dans une classe politique qui veut le bien du pays. En réalité, on est 10 ans après la loi de 2007 ou presque. Il n'y a pas d'autonomie des universités en France. Moi, je vous le dis tel que je le pense. Il n'y a toujours pas d'université de rang mondial en France. Alors que c'était un des objectifs qu'on s'était fixé il y a 10 ans. On n'a fait que par demi-mesure. Les gouvernements se sont contredits l'un l'autre, et moralité aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une partie des jeunes Français vont se former à l'étranger et qu'on n'attire pas nécessairement, comme on devrait en France, ceux qu'on aurait souhaité attirer, comme tout pays qui est parmi les premières puissances du monde. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Je pense qu'on n'y arrive pas, sachant qu'il n'y a jamais, moi je suis historien de formation, un seul facteur, parce qu'en réalité, on part de faux diagnostics. C'est-à-dire que je pense que notre pays est dans le déni d'une double réalité. La première réalité, c'est que nous sommes dans un mouvement qui est unique à l'échelle de nos générations, puisqu'on représente plusieurs générations dans cette salle, qui est un mouvement de renversement des forces traditionnelles, des équilibres économiques sur lesquels on a vécu, des rapports de force dans le monde, et que la France a peut-être le sentiment qu'étant devenue une puissance moyenne, elle passe sous le radar, et que d'une certaine façon, ces évolutions vont peu ou pas la concerner, qu'elle passera à côté, que son modèle social survivra quoi qu'il arrive, que sa façon, au fond, à la fois de taxer beaucoup et de dépenser beaucoup, est quelque chose qui peut la faire échapper à un certain nombre de soubresauts. On voit bien que ce débat affleure en ce moment. Et puis, on est dans le déni de ce que ces évolutions vont s'accélérant. Et vous voyez bien qu'il y a 2 types de pays, je suis très schématique en disant ce cas. Il y a tous ceux qui, avant la crise de 2008, se sont préparés, ou en tout cas ont pressenti qu'un certain nombre d'évolutions étaient nécessaires,
Et puis il y a tous ceux qui, depuis 2008, cherchent soit à s'adapter, à évoluer, ou cherchent à y couper. Il y a se dire, au fond, tout cela ne me concernera pas. Et je trouve que de la même façon qu'on n'a jamais osé dire, notamment à gauche française, après 1983, et quelques voix l'ont fait, mais ce ne sont pas celles qui l'ont emporté, qu'on était entré dans une autre ère. D'une certaine façon, on a reproduit la même erreur, et je considère qu'on n'a pas le courage d'expliquer aux Français que la crise de 2008 n'est pas qu'une crise financière, que c'est une mutation profonde, que cette mutation met en cause le modèle français, qu'elle met en jeu l'essence même de notre pays, et qu'on est dans une situation de subir. Et est-ce qu'il n'y a pas au-delà, quand même, parce que quand vous évoquiez à un instant le fait que les autres pays confrontés à la crise se sont préparés, moi, ce qui me frappe en tant que journaliste, c'est de voir que les diagnostics sont posés de façon régulière, par vous, par les politiques, par d'autres. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on sait ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, et on n'y arrive pas. Allons au bout de ça. Je vais prendre un exemple archétypique. Je vais peut-être demander à Gilles Wittgenstein. Je peux juste répondre d'un mot, parce que je trouve que c'est vraiment emblématique, et c'est ce qui va jouer dans les mois qui viennent, et je rends tout de suite la parole à Gilles. On nous dit il faut changer. On ne nous propose qu'une diminution du nombre de fonctionnaires. Je me mets à la place des fonctionnaires. C'est très énervant d'être la cible de la parole publique et politique, la cible facile en réalité. L'ajustement par la masse salariale, l'ajustement par le nombre, sans avoir le courage de dire ce qu'il faudrait faire en moins, sans avoir le courage de dire comment on devrait faire, comment on pourrait le faire, est un truc insupportable. Et pourtant, c'est ce qu'on vit dans la primaire de droite. Ça n'est pas un projet de dire que je veux baisser le nombre de fonctionnaires. On me baisse à raison d'un objectif qu'on vise. Moi, je ne lis pas ces objectifs. Pourquoi faire ? Voilà. Alors, Gilles Wittgenstein. Je pense que nous mesurons tous l'ampleur et la rapidité des mutations qui sont celles du monde. Et donc, la nécessité absolue de réformer la France. Et donc, cette question, la France est-elle réformable ? Chacun en éprouve l'importance et la gravité dans le moment. En même temps, vous l'avez dit, ce n'est pas le sujet le plus simple. Peut-être faut-il commencer par s'interroger nous-mêmes sur l'imaginaire qu'il y a derrière ce mot de réforme. Parce qu'il y a quand même des choses implicites, que la France ne se réforme pas. Est-ce si vrai, elle se réforme à sa manière, et peut-être davantage encore qu'il y aurait un accord sur les réformes à entreprendre. Là aussi, ça mérite une discussion, y compris de savoir ce que dans notre pays on appelle une réforme. Peut-être plus qu'ailleurs, il faut qu'elle soit substantielle, radicale, conflictuelle. Pour avoir le sceau de la réforme, il faut qu'il y ait du sang et des larmes, et peut-être même qu'elle soit aussi douloureuse. Donc, commençons déjà par nous interroger là-dessus, et on n'est pas nécessairement d'accord, et c'est très bien, sur ce que, non pas sur le mot réforme, mais sur le sens qu'il faut leur donner. Deuxièmement, je pense qu'il faut se méfier des réponses convenues qu'on pourrait tous faire, que j'ai moi-même faites longtemps sur cette question-là, qui consiste à dire que les Français sont beaucoup plus près, beaucoup plus lucides que leurs responsables politiques, syndicaux, que les corps intermédiaires, beaucoup plus près à la réforme. Simplement qu'il faut un peu de pédagogie, éventuellement un peu de justice, et que tout ira bien. Malheureusement, je crois que c'est plus compliqué que ça, a fortiori dans ce moment dans lequel on sent, mais c'est pas vrai seulement en France, une crispation extrêmement forte. Alors si on en vient après sur, non pas la question en général, mais la question pratique, simplement pour rebondir sur la loi El Khomri, je crois qu'il y a des leçons à en tirer. D'abord, cette réforme ne répond peut-être pas à tous les espoirs que certains d'entre vous ont pu placer en elle, mais elle a fait des choses. Il ne faut pas tout jeter. La décentralisation d'une partie de la négociation, y compris avec des garde-fous, c'est une vraie évolution dans notre système de relations sociales. La création, même si on en est qu'au tout début du compte personnel d'activité, c'est un vrai changement dans la manière dont on pense notre système de protection sociale, et donc
ces deux réformes-là, il convient après de les faire vivre. Mais il faut aussi s'interroger sur pourquoi ça a été si difficile, pourquoi ça a été seulement ce qui a été fait et qu'il y a un bout qui n'a pas pu être fait. Sans doute, cela tient-il au moment, ça arrive tard dans le mandat. Sans doute, cette réforme a-t-elle été mal préparée, mal négociée, mal expliquée et mal portée, ce qui fait quand même beaucoup. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a des leçons à en tirer pour l'avenir. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette loi, c'est que les sondages qui sont faits avant, pour savoir si l'opinion est prête à la réforme, ne veulent rien dire. Parce que ce sont des questions que les Français ne se posent pas, notamment sur des mesures. En ce moment, on s'aperçoit que les sondages, de manière générale, ne veulent pas dire grand-chose. Les sondages, pour peu qu'on les utilise bien, peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Mais les questions sur des mesures techniques, à un moment où la question ne se pose pas dans l'opinion, n'ont pas de sens. Et en revanche, la cristallisation de l'opinion, elle se fait très vite et très durablement. Et une fois que le débat est engagé, s'il est mal emmanché, c'est très difficile de renverser la vapeur. Donc, cristallisation très rapide. Thierry a raison, difficulté, je ne suis pas sûr que ce soit lié au mode de scrutin, mais beaucoup plus à notre culture politique, difficulté de bâtir des coalitions transpartisanes au-delà même d'une grande coalition gouvernementale à l'allemande, même sur des réformes. Ça veut dire qu'il faut bâtir des coalitions pour chaque réforme et que, davantage encore, il faut que les réformistes de chaque camp mènent le combat dans leur propre camp pour essayer de l'emporter, parce que chaque camp est tiraillé, traversé par ses propres conservatismes. Est-ce qu'on peut réellement, et là je vais poser la question à Robin Ribaton, est-ce qu'on peut réellement évoquer, dans le cadre de ce qui s'est passé sur la loi El Khomri, un mouvement de masse? C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un rôle particulier des partenaires sociaux? On a vu quand même un clivage très fort entre les deux principales centrales, entre la CGT et la CFDT, avec des positions très radicalement, une opposition qu'on n'avait jamais vue d'ailleurs à ce point-là, en tout cas ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème de représentation des partenaires sociaux? Est-ce que finalement l'avancée en termes de réforme ne réside pas dans ce domaine-là? Ce que je trouve d'abord frappant, c'est que le simple fait qu'on s'arrête aussi longtemps sur cette loi El Khomri est en soi une anecdote assez intéressante sur l'état de réforme du pays. C'est-à-dire qu'on fait de cette loi, qui au final était intéressante dans son esprit initial, dans la philosophie qui l'avait précédée, dans les travaux qui avaient été menés auparavant, mais qui reste une petite loi, avec quelque chose qu'ont fait l'ensemble des autres pays, qui ne réformait pas l'intégralité, qui ne répondait pas à toutes les questions du marché du travail français. On en fait l'alpha et l'oméga de la réforme, et on en fait le cas d'école et le cas d'études de l'ensemble des réformes. Tous les quinquennats sont marqués par leurs réformes ratées. On parle de la loi El Khomri, mais repensons à l'écotaxe. L'écotaxe, c'était un texte voté transpartisan par la droite et par la gauche, et qui au final, parce que la mobilisation de 10 000 personnes dans une commune du Morbihan se traduit par un retrait du texte. C'est juste pour montrer que c'est pas seulement la question de faire des alliances droite-gauche qui vont permettre de sortir ce pays de l'ornière, c'est le moment de question de savoir si on doit faire des choix et si concrètement les gens sont prêts. La crise en latin, et même dans son origine indo-européenne, ça donnait le mot crible. C'est le moment où il faut faire des choix, où il faut passer à autre chose et faire des choix assez tranchés. La France est en crise parce qu'elle ne fait pas de choix, parce qu'elle refuse de choisir. Et donc on a aussi cette impression, parfois un peu facile, qui est que les gouvernements de droite et de gauche se succèdent et se ressemblent, mais ils se succèdent et se ressemblent dans le non-choix, dans l'adaptation d'un modèle à des conditions socio-économiques qui ont évolué, et donc dans le rabotage et une absence totale de faire des choix radicaux. Pour reprendre cette question de la loi El Khomri, il est frappant, et j'avais documenté ce chiffre, on dit que la mobilisation des jeunes a été très forte dans cette loi El Khomri. Il y a 170 000 jeunes de moins de 30 ans qui ont créé une entreprise l'année dernière dans ce pays. 170 000. C'est 10 fois le nombre d'adhérents à l'UNEF, sur toutes les catégories d'âge. Personne n'en parle, ça n'intéresse personne. Effectivement, c'est moins intéressant de documenter les 170 000 jeunes qui créent leur entreprise dans ce pays que de parler des jeunes qui sont descendus dans la rue pour aller manifester contre la loi El Khomri. Et pourtant, c'est ça la réalité de la France. On a aujourd'hui une majorité de Français qui est prêt au changement. On peut dire que c'est compliqué, on peut dire qu'il y a des velléités de résistance ici ou là. Forcément, il y a des petits rentiers, gros ou petits, qui ont des intérêts à défendre, et le changement crée des gagnants et des perdants. Donc il y a des mobilisations, c'est normal. Dans tous les pays européens, il y a eu de la mobilisation. On l'oublie, mais
Matteo Renzi a affronté 1 million de personnes dans les rues de Rome. David Cameron, en décembre 2010, on donnait pas cher de sa peau quand il y avait 500 000 Londoniens qui descendaient dans les rues de Londres et que les étudiants ont envahi le siège du Parti conservateur. Quand Mariano Rajoy arrive au pouvoir en Espagne, il affronte le premier jour la 7e plus grande grève de l'histoire espagnole. Les 2 confédérations syndicales lui sont hostiles et lui sont opposées. Donc il n'y a que nous pour considérer que le fait qu'il y ait 100 000, 200 000, jusqu'à 1 million de personnes dans les rues puisse être quelque chose qui doit empêcher l'exercice du pouvoir démocratique. Quand un gouvernement est élu légitimement, ou même s'il n'a pas été élu sur ce programme et qui décide de prendre des mesures, il a le droit de maintenir l'ordre et la loi pour faire en sorte de faire respecter son programme. Je vais juste terminer là-dessus parce que c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Dans la contestation à une mesure, la contestation démocratique, il y a des choses qui sont tolérées et il y a des choses qui sont au-delà de la ligne rouge. Le blocage, par exemple bloquer des camions de poubelle, bloquer des dépôts de carburant, c'est au-delà de la ligne rouge. C'est illégal, c'est interdit. Et c'est ça qui a provoqué des paralysies, c'est ça qui a été gênant dans la loi El Khomri. Le fait que des gens manifestent, le fait que des gens fassent grève, aujourd'hui ce n'est pas gênant en France. Il y a eu des lois qui ont été votées pour le service minimum dans les transports, dans l'éducation nationale, dans le transport aérien, qui sont appliquées et qui fonctionnent. La question c'est quand quelqu'un bloque le pays de manière illégale. Et là, la seule réponse, on peut chercher des dizaines d'heures de savoir si c'est le système institutionnel, le système transpartisan. À la fin, c'est le courage d'une personne. Parce qu'il y a un seul responsable dans ce pays qui a des pouvoirs immenses, on l'a dit, c'est le président de la République. Donc la question, c'est de savoir si à un moment la personne qui est face à nous a envie de maintenir sa réforme ou est prête à céder face à l'illégalité. Alors, Agnès, vous vouliez... Oui, tout ce qui a été dit là nous rappelle que la loi El Khomri, comme la loi croissance, n'était pas du tout annoncée dans le programme du candidat François Hollande en 2012. À aucun moment, il n'en avait parlé. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile d'être l'otage des syndicats et des manifestations quand vous n'avez pas donné la feuille de route de ce que vous allez faire quand vous serez au pouvoir au moment de l'élection. Parce qu'à ce moment-là, elle est où la légitimité ? Vous êtes élu au suffrage universel, mais bon, vous n'avez pas le support des propres citoyens qui ont voté pour vous. Et c'est toute la difficulté ensuite de récupérer une majorité au Parlement, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Thierry. Elle est là, elle est intrinsèquement liée au fait que dans le programme, il n'y a pas le déroulé exact de ce vers quoi vous voulez aller. C'est-à-dire que ce gouvernement aurait eu sa majorité à l'Assemblée nationale. Ça aurait pu passer. Ça se serait passé parce qu'il y a... Mais si, mais parce qu'il y a... Mais non, il y a clairement... Non, mais clairement, la réforme, elle se fait dans les 100 premiers jours, dans les 6 premiers mois. La réforme, elle doit être clairement affichée avant. Elle doit être liée aussi à une majorité au Parlement. Le Parlement doit pouvoir jouer un rôle qui n'est pas juste un rôle de subalterne ou un rôle qui est juste de voter, mais aussi un rôle d'étude d'impact. On le voit par exemple sur la pénibilité. Sur la réforme des retraites, on a cet article pénibilité. À aucun moment, il y a d'évaluation sur le coût pour les entreprises. À aucun moment, il y a une possibilité pour les parlementaires d'évaluer véritablement l'impact réel sur l'économie des lois qu'ils votent. Donc, il y a aussi une revalorisation du pouvoir du Parlement à faire en parallèle de l'annonce réelle des programmes en amont. Et puis, il y a aussi une question des syndicats. On tourne autour depuis le début du débat. Est-ce que nos syndicats sont légitimes ? Comment sont-ils financés ? Est-ce qu'il est logique que, par exemple, sur la loi El Khomri qu'on a évoquée tout à l'heure, les services publics qui ne sont pas forcément concernés soient bloqués dans des grèves qui sont des grèves par procuration ? Et pourquoi est-ce qu'on a cette peur permanente de la part de nos gouvernants des grèves et des manifestations syndicales? Parce qu'aussi, il y a une surreprésentation de nos syndicats dans la sphère publique. Il y a 1 million de syndiqués dans le secteur public, il n'y en a que 500 000 dans le secteur privé. Donc là, il y a une grave crise du syndicalisme en France, et c'est très important de l'évoquer dans cet hémicycle, au CESE, qui est quand même très lié aussi au paritarisme. Le paritarisme, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi
un immobilisme permanent de notre pays, parce que chaque fois qu'on veut toucher à une réforme, chaque fois qu'on parle de réformer les 35 heures, chaque fois qu'on parle de réformer le statut de la fonction publique, chaque fois qu'on parle de changer les missions publiques, parce que tout à l'heure, Laurent disait, mais dans les programmes, finalement, on ne nous dit pas ce vers quoi on va. Mais si on change les missions, on aura aussi les syndicats contre. Ça veut dire qu'il faut changer le financement syndical. Ça, c'est fondamental. On a un syndicalisme trop financé par l'argent public dans ce pays, par le paritarisme. C'est la condition sine qua non de la réforme en France. Que je voudrais poser à Christophe Catoire, c'est assez frappant quand on parle de ça, de voir que la réalité fait que les accords d'entreprise sont signés très largement par les centrales syndicales à 95%. La CGT signe à peu près 95% des accords d'entreprise, ou 90%. Les autres syndicats aussi. Et dès que, si je puis dire, on passe à l'échelon national, on rentre dans une configuration qui devient beaucoup plus politique. Qu'est-ce qu'on peut, si je puis dire, tirer de l'expérience de l'entreprise pour en faire un modèle pour gérer des réformes plus larges sur l'économie? Je ne sais pas si l'entreprise est le modèle absolu. Non, la réforme en entreprise n'est pas, enfin, je pense qu'on est un certain nombre de personnes à le vivre, n'est pas nécessairement facile à opérer. En tout cas, elle n'est pas toujours très rapide non plus. Après, effectivement, on peut considérer que dans nos entreprises, quand on a affaire à des sections locales, on a une compréhension du contexte local qui est bien plus favorable. C'est-à-dire quand les personnes connaissent la situation de l'entreprise, il peut y avoir une compréhension qui est beaucoup plus importante. Alors c'est vrai qu'il y a deux types de situations, l'une probablement plus facile que l'autre au niveau de l'entreprise, la situation où l'entreprise joue sa survie, où finalement avec des rationnels, et on a des rationnels dans ces cas-là, on peut expliquer les choses sur le fait que préserver l'emploi, ça devient une question de survie et c'est pas uniquement une question d'avoir des profits plus importants. Dans ce cadre-là, probablement que la compréhension est supérieure, et j'en voudrais pour preuve notamment toutes les réformes qui ont eu lieu sur l'industrie automobile, par exemple dans notre pays, dont on disait c'est terminé, les usines vont partir ailleurs, on a beaucoup parlé ce matin du coût du travail, force est de constater, sans dire que c'est encore un rebond hallucinant, on a quand même réussi à préserver un tissu industriel et à nouveau recruter dans un cycle effectivement qui est un peu plus favorable. Après, ce qui est plus compliqué dans l'entreprise, pour être tout à fait transparent, c'est vrai que quand le sujet est d'essayer de se réformer pour prendre un coup d'avance, c'est-à-dire d'être dans une logique d'innovation ou de réorganisation du travail, la réforme est plus longue parce que, pour le coup, on a aussi des mesures, des études entre les mains de nos représentants du personnel qui font que le rythme de la réforme, par le fait qu'on est un peu compliqué dans le mode d'administration de cette réforme en entreprise, peut durer beaucoup plus longtemps. Néanmoins, et je terminerai par cela, sur un plan local, quand il y a de la pédagogie, et c'est probablement plus simple et plus concret de le faire dans une entreprise, qu'elle soit de service, d'industrie ou de bâtiment, il y a une compréhension qui est beaucoup plus facile à opérer de la part des représentants locaux, si tant est que les représentants nationaux ne prennent pas trop de place, et quand même, quand on a des problèmes dans l'entreprise pour réformer, c'est quand on a des personnes trop éloignées du terrain qui veulent prendre les rênes de la discussion et de la négociation. Thierry Pech, sur le rôle des partenaires sociaux, sur la représentativité, quelle est votre réflexion? Je trouve, je ne vais pas me faire applaudir, mais je ne suis pas forcément là pour ça. J'ai vu ce qui permettait d'avoir des applaudissements, ce ne sont pas mes idées. Mais la remarque d'Agnès Verdier-Molinier qui consiste à dire... Ça, c'est malin. La remarque d'Agnès Verdier-Molinier qui consiste à dire tuons le partenaire, comme ça il n'y aura plus de problème, c'est... Enfin, l'histoire nous raconte quoi? L'histoire nous raconte qu'on arrive au pouvoir avec ce genre de discours et que 6 mois, 1 an plus tard, on a des manifs, on a des blocages et on discute. Il faut quand même essayer d'entendre les enseignements de l'histoire. On n'a pas forcément les interlocuteurs qu'on souhaite en face de soi. Et on ne choisit pas ces interlocuteurs. On n'a pas non plus les électeurs qu'on souhaite nécessairement en face de soi. Vous avez remarqué, Agnès, ça ne vous a pas échappé, que dans un certain nombre de pays où pourtant les idées libérales étaient censées avoir leur siège historique, les classes populaires, les classes moyennes inférieures ne l'entendaient pas de cette oreille. Donc, on ne choisit pas le peuple et on ne choisit pas les interlocuteurs. Et la réforme, on l'a fait avec le peuple qu'on a et avec les interlocuteurs qu'on a. Donc, continuez à dire... Mes interlocuteurs ne sont pas légitimes, vous vous préparez des jours difficiles. Difficiles. Il ne suffit pas de porter haut et beau le volontarisme politique. L'histoire a montré qu'en général, ça finit dans le mur. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut continuer comme ça? Vous voulez un nouveau CPE, Agnès?
Non, mais Vous voulez franchement, Thierry, on va où? Je pense qu'avec le taux de syndicalisation qu'on a en France, qui est autour de 8% en moyenne, 5% dans les entreprises, il n'y a pas de quoi pavoiser. Je connais ces chiffres, Agnès. Franchement, vous voulez qu'on parle de la représentativité des organisations patronales? Vous voulez qu'on parle de la représentativité du financement automatique par les caisses primaires d'assurance maladie, par les caisses d'allocation familiale, de nos syndicats, qui sont des forces permanentes de blocage. Permanentes de blocage. Voilà, vous n'avez pas bien pour sûr. ça Bien sûr. Non mais attends, c'est le problème numéro un. Un chèque syndical pour tout le monde et la suppression du monopole du premier tour. Et voilà, c'est ça le sujet. Alors, oui. Je peux répondre? Voilà, donc moi je voudrais revenir sur Gilles Finkelstein, parce que c'est un peu en relation avec ce que dit Thierry Pech. Vous avez réalisé il n'y a pas longtemps une grande enquête avec l'Institut ELAB qui dresse quand même le portrait d'une société qui est très inquiète, qui est très pessimiste, avec l'exposition au chômage, on connaît les items, la peur du déclassement, voilà. Comment est-ce qu'on peut être en prise avec une société qui ressent ça? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas vous-même, d'ailleurs, think tank, un rôle à jouer? Est-ce que vous comprenez bien, si je puis dire, quand vous réfléchissez sur ces dossiers, sur ces réformes, est-ce que vous comprenez bien quelles sont les attentes des Français? On essaye. On essaye. Non, je dis ça avec beaucoup de prudence et de modestie, parce que c'est compliqué. Mais on essaye. Et on essaye de s'intéresser à l'ensemble des problèmes. Et notamment, si on a fait cette grande étude sur ce qu'on a appelé la nouvelle question sociale, c'est parce qu'on a la conviction qu'il n'y a pas seulement les questions d'identité qui se posent dans notre pays. Et une des leçons de cette enquête, moi, ce qui m'a le plus inquiété pour notre pays, c'était la réponse à la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important pour réussir sa vie? Quand on interroge les Français, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Est-ce qu'ils nous répondent le travail? Oui. Est-ce qu'ils nous répondent le mérite, les diplômes, le courage, l'honnêteté, le genre? La deuxième réponse, la première réponse dans les milieux populaires, c'est quoi? C'est le réseau de connaissances. Et donc, que l'on soit de gauche ou de droite, quand on est attaché à l'égalité des chances, qui est au cœur de la promesse républicaine et qui est au cœur aussi de l'efficacité d'un pays, quand vos concitoyens pensent que pour réussir, ce qui est le plus important, c'est le réseau de connaissances, c'est qu'il y a de la mobilité à redonner à nos sociétés. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, peut-être suis-je celui qui a fait le plus de politique dans cette salle, ou en tout cas un de ceux. Prenons garde à ne pas avoir une vision magique de la politique. Ne croyons pas que tout procède du président de la République et que tout procède de l'élection du président de la République, qu'il suffit qu'il soit élu avec 110, 150, 200 propositions et qu'après il décide, éventuellement par ordonnance, de les appliquer. Je crains que ce soit plus difficile que ça. Et donc, soyons plus ambitieux, plus exigeants envers nous-mêmes. Il y a la société avec ses complexités, il y a la démocratie, il y a les partenaires sociaux, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout se contenter de ce qu'il y a, considérer que rien n'est possible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. On peut ne pas se satisfaire de la manière dont fonctionne l'ensemble des syndicats. Il y a des réformes à faire, mais ne croyons pas que dans la complexité des sociétés, pas seulement de la société française, des sociétés occidentales, ce soit simplement dans la verticalité d'un homme et d'une élection. Alors, je voudrais revenir sur les méthodes, parce qu'il se trouve qu'on est dans une phase d'élection présidentielle. Pour l'instant, on a donc des candidats de droite qui se sont prononcés, si je puis dire, puisqu'il y a une primaire, comme ça ne vous a pas échappé.
On assiste depuis quelques semaines à un choc assez important de propositions. C'est-à-dire que sur la table, il y a des choses qui sont mises comme la fin des 35 heures, comme la fin de l'ISF, comme la réforme du marché du travail, comme de fortes baisses des dépenses publiques, effectivement de 200 à 500 000 fonctionnaires de moins, etc. On a le sentiment que par rapport aux précédentes élections, il y a un corpus de propositions qui sont faites, qui sont sur la table, et de façon à pouvoir dire derrière, si j'ai bien compris, ben vous étiez au courant, quoi, en quelque sorte. Est-ce que c'est la bonne méthode, et est-ce que ça suffit à pouvoir, je vais poser la question à Laurent Bigorne, est-ce que ça suffit pour pouvoir après enclencher des réformes qui correspondent à ce qu'on a promis ? C'est évidemment nécessaire, mais pas suffisant. Je vais livrer une anecdote qui est le fruit d'une conversation entre Robin et moi avant d'entrer dans cette salle. Robin me disait, est-ce que tu te rends compte qu'il y a à peine un électeur putatif sur deux, certains d'aller voter à la primaire, qui sait comment y aller et qui sait que c'est ce week-end. Donc, c'est vous dire que ce qui paraît évident aux yeux des candidats et de leurs équipes, peut-être à certains d'entre nous, moi j'ai, comme d'autres à la tribune, décrypté et lu l'intégralité des programmes et cherché à les chiffrer, à confronter mon chiffrage à celui des équipes. Donc tout ça est de l'ordre du quotidien. Je pense que plus on s'éloigne des cercles les plus inclus dans ce type de débat, et évidemment, moins il y a de clarté autour. Et c'est vrai que, deuxième chose que j'aimerais dire, l'époque n'est pas nécessairement propice aux réformateurs. On ne peut pas faire le reproche à Cameron de ne pas avoir cherché à réformer. Il a quand même perdu le pouvoir. Et donc, il n'y a pas de prime à la réforme, et pourtant, il y a une impérieuse nécessité de la réforme, parce qu'on sent quand même tous, à la fois implicitement et peut-être un peu plus explicitement ces derniers jours, d'une certaine façon, c'est le dernier arrêt avant une aventure. C'est-à-dire que la montée d'une vague populiste dans nos démocraties peut se traduire par un accident demain en France. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, je pense que je traduis un certain nombre de choses que nous échangeons les uns et les autres et qui prennent une forme plus vraie depuis le 23 juin et le 8 novembre. Maintenant, j'aimerais dire ma déception sur la primaire, effectivement, de la droite et du centre, et pardonnez-moi pour le coup d'être un peu grincheux de service. Ma déception parce que j'entends beaucoup parler d'ajustement budgétaire, j'entends beaucoup parler de lois qu'on va prendre. Je ne vois pas où est le sens. C'est-à-dire qu'il y a une confusion totale des candidats entre ce que sont des moyens et ce qu'est une finalité. Moi, j'entends assez peu les candidats être capables de tenir un discours articulé, cohérent, sur les enjeux de compétitivité, les enjeux de ce qu'on appelle la société de la connaissance, qui n'est pas un vain mot, les enjeux du digital, les enjeux climatiques qui sont ceux qu'on a à affronter, un certain nombre d'enjeux même qui renvoient au vouloir vivre ensemble. Alors, on nous balance des faux débats à la figure, et j'entends beaucoup parler, effectivement, de moyens pour y parvenir, qui sont des moyens dont on nous dit jamais quels sont ceux qui seront au final prioritaires. C'est-à-dire, est-ce qu'on réforme le code du travail, supprime 500 000 fonctionnaires, fait 2 points de TVA, j'en passe et d'autres, parce que toutes ces choses sont quand même très très difficiles à obtenir le même mois, le même semestre, la même année. Alors, je veux bien, on l'a jamais fait dans l'histoire de notre pays, donc c'est peut-être le temps des grandes premières, mais même cette question-là n'est pas affrontée. Même cette question qui consistera à nous dire, mais vous savez, ce qu'on va vous demander est d'une ampleur exceptionnelle, objectivement, c'est un sujet qui n'a pas été travaillé. Et j'aimerais dire qu'on ne parle pas de qualité des services publics, alors que c'est, à mon sens, une des clés d'entrée dans comment est-ce qu'on fait porter un effort de réforme. Je suis désolé, on ne parle jamais de qualité du service public, de l'éducation, et d'ailleurs des autres opérateurs privés d'éducation, jamais d'évaluation. On ne parle pas à aucun moment des nouveaux usages des uns et des autres. On ne parle pas de qui sont les nouveaux consommateurs. On ne parle pas des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes d'interaction entre les collectivités locales, l'État dans ses structures, les opérateurs et les citoyens. On ne parle pas de simplification ou plus. Il y a quantité de débats qui intéressent vraiment les gens, qui leur pourrissent la vie et qui sont complètement évités. Et je trouve insupportable qu'on s'enferme dans des campagnes qui sont pour moi technocratiques, purement technocratique, et qu'on n'ait pas le courage de dire d'abord où on veut aller, pourquoi est-ce qu'on veut simplifier la vie des gens, la vie des associations, la vie des entreprises, la vie des collectivités locales, et qu'ensuite on en déduise un certain nombre de principes et d'actions et qui nécessairement devront conduire au respect d'un certain cadre
budgétaire, d'un cadre de souveraineté, d'un cadre européen. Je trouve que de ce point de vue-là, du point de vue des idées, je bats ma coupe, puisque c'est théoriquement mon métier, la campagne, d'une certaine façon, à ce stade, est manquée. On nous parle énormément des moyens, on ne nous parle pas du chemin, ce qui est quand même le chemin le plus sûr pour se planter et ne pas emporter l'adhésion des gens, ni avant l'élection, ni même après. Alors, je vais demander à Robin Ribaton de réagir, d'autant qu'en plus, je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes aussi porte-parole de M. Le Maire dans cette campagne, un des porte-paroles, donc que les choses soient claires, quoi. Je vais essayer de retirer cette casquette avant de répondre. Il n'empêche que je vais m'inscrire un tout petit peu en faux avec ce que vient de dire Laurent. Juste d'abord une précision sur Cameron. On dit que Cameron a été battu. Non, Cameron a été réélu avec un succès incroyable au bout de son premier mandat. Donc il a été battu sur un sujet non pas économique, non pas sur ses résultats de sa politique, sur un choix qui a été le choix d'un référendum, et sur un référendum non pas économique, mais une question qui était politique et européenne. Cameron a été réélu, encore une fois, et comme quoi la réforme paye, et les gens qui réussissent leur réforme et ont des résultats, 2,5 millions d'emplois créés dans le secteur privé, en général ont des résultats, des conséquences politiques. J'aimerais juste faire un aparté aussi ici sur un mythe à la française de la réforme. Il n'y a qu'en France où on veut un mandat unique de 7 ans. On se dit que nos politiques sont tellement mauvais qu'il faut qu'en face, il fasse un mandat unique, comme ça on limitera les dégâts. Dans tous les pays du monde, on raccourcit la durée des mandats et on les fait réélire 1-2 fois. En France, on veut augmenter la durée des mandats et les faire élire une seule fois. Comme ça, on limite l'incompétence au pouvoir. C'est une vision assez particulière de la France. Juste pour rebondir sur la... Tout le monde ne propose pas ça. Hein, c'est quelque chose qui est aujourd'hui quand même un argument de vente fort, et puis au-delà d'un argument de vente, qui est quelque chose de très demandé dans la réforme du système institutionnel. Pour revenir sur les programmes de la droite, effectivement, je pense qu'il y a forcément les questions sans doute qui ont été très posées autour des moyens. Il y a peut-être quelque chose qui manque sur la vision, sur le souffle. Mais on a été tellement brassé par le passé, par des grands slogans, des grandes forces, des choses sur... je ne vais pas tous les citer, mais on en a des dizaines en tête de ces grands slogans qui nous ont marqués, de ces visions agréables, fortes de la France, cette France qui allait réussir dans la mondialisation, cette France qui allait triompher, cette France heureuse qui allait réduire les fractures sociales, et ainsi de suite. Et on peut continuer jusqu'à plus soif. Aujourd'hui, la question que posent les Français concrètement quand on fait une réunion publique sur le terrain, ils nous disent « mais pourquoi on vous croirait ?» Vous nous racontez pour la 10e fois ce qu'on a déjà entendu. Pourquoi on vous croirait? Vous nous dites que demain c'est le retour à la prospérité, c'est le retour à ci, c'est le retour à ça. Chaque année on est déçu. Pourquoi on vous croirait? Et c'est cette question à laquelle ont voulu répondre les candidats de la droite et du centre. Pourquoi on vous croirait? Cette fois on va écrire un programme. On va essayer de le détailler, c'est pas très amusant. Il y a une trajectoire budgétaire, il y a une courbe, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de détails de mesures. La réduction du nombre de fonctionnaires, on peut la détailler quand on vous dit 500 000 fonctionnaires en moins. C'est fait ministère par ministère, collectivité par collectivité. C'est long, c'est pénible. C'est pas l'exercice le plus sexy du monde en termes de communication. Il n'empêche que c'est ce que veulent aujourd'hui entendre les Français. Donc je veux bien entendre la critique qui est de dire qu'on a été trop technique, trop techno, trop loin des préoccupations des gens. Il n'empêche qu'elle répond aussi à un vrai souhait et aujourd'hui à une décrédibilité de la parole politique, de la parole publique qui est à ce point forte que les gens ne sont plus capables de projeter l'acte politique. L'acte politique, c'est faire un pari. Parce qu'on ne peut pas contrôler ex ante ce que fait la personne. On est obligé de lui faire confiance en avance. Elle peut s'engager par un contrat, elle peut dire qu'on la croit, qu'on lui fait confiance, mais il y a un acte de confiance. Et quand la confiance est ramenée à ce point si bas, on est obligé de donner des gages, de donner des preuves. Et ces preuves-là, quand on écrit pour le coup, je vais parler du contrat de Bruno Le Maire, et quand on écrit 1000 pages de contrat, on les a écrites, c'est pas pour rien. Quand il y a d'autres candidats qui ont fait des programmes extrêmement détaillés, là aussi, ils donnent des gages au peuple français. Et c'est comme ça que cette primaire a été prise. J'en comprends les travers, mais c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Laurent. Non, je suis content d'entendre qu'il y a des mots d'amour, il y a aussi des preuves d'amour, donc on verra. Encore une fois, j'ai regardé, pour le coup, pas seulement le programme de Bruno Le Maire, mais tous. Moi, j'adore qu'on m'explique qu'on va être à 3,5 de croissance en 2022. J'aimerais y croire, c'est pas exactement ce qu'est la croissance tendancielle de notre pays. Donc, le sérieux, oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que moi, j'aimerais être sûr qu'on sera bien à moins 3 points de PIB de dépenses d'ici 5 ans. Ce serait déjà une étape formidable. Mais j'aimerais aussi qu'on ait le courage d'aller s'exprimer sur un certain nombre de sujets vis-à-vis des Français, parce qu'il manque aujourd'hui un narratif. On manque d'explications vis-à-vis du peuple, tout simplement, de pourquoi on va faire un certain nombre d'efforts, de pourquoi est-ce qu'on va faire un certain nombre de sacrifices, parce que tout ça, à la fin du jour, c'est énormément d'efforts, et je trouve que la primaire, de ce point de vue-là, n'a pas permis d'éclaircir cet horizon, et on risque de le payer au moment où on sera dans le dur et dans l'action. Mais par défaut, on ne les
si je puis dire, on ne les prendra pas par surprise. C'est-à-dire que ce qui est sur la table est dit, quoi. Et ce qui a été reproché beaucoup, effectivement, sur la loi El Khomri, c'est on les prendra pas par surprise, ça ne figurait pas dans le discours du Bourget, si je veux résumer. Et les médias ont fait un travail d'explicitation, y compris le tien, et vous avez emmené ces sujets sur des formats peut-être un peu inédits, au sens où c'est pas souvent qu'on va au 20h pour parler de ces questions. D'accord, mais tu peux être persuadé quand même qu'à un moment ou un autre, le message n'est pas passé partout, que tout le monde, encore une fois, si la moitié des électeurs putatifs à la primaire aujourd'hui ne savent pas où aller voter, ne savent même pas que c'est dimanche qu'on vote, tu peux bien te douter que sur les mesures, on est loin du compte. Je vous rassure, on a fait beaucoup de reportages là-dessus au 20h. Gilles Fickenstein. Oui, d'un mot. Je pense qu'on partage tous au moins cette vision de la politique, et au-delà de la politique, qui est une leçon de vie, qu'il vaut mieux dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. Très bien. Est-ce que cette phrase qu'on entend beaucoup, on l'entend dans la primaire, mais on l'entendait dans la précédente élection présidentielle, qu'il faut tout dire avant pour pouvoir tout faire après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça vraiment la politique? Parce que si c'est ça la politique, ça veut dire que, et d'une certaine manière, c'est ce que, si Robin Rivaton est là, je ne l'ai pas bien entendu, mais je crois que je ne suis pas d'accord avec lui. Si c'est ça, la publication d'un programme de 1000 pages, comme l'a fait Bruno Le Maire, est la bonne démarche. Moi, je crains qu'il y ait une dérive vers une technocratie de la politique qui en devienne inintelligible pour les citoyens. Totalement inintelligible. Et que ce qui se joue dans une élection présidentielle, ce n'est pas un programme de 1000 pages, ce n'est même pas 110 propositions. C'est quelle est la vision que j'ai de la société, de mon pays, dans les mutations du monde, quelles sont les valeurs qui vont sous-tendre mon action, quelle est la méthode que je vais utiliser, quelle est ma personnalité et quelles sont les mesures qui viennent illustrer ce que j'ai dit. Est-ce que ça n'est Pensez que, quand bien même Bruno Le Maire serait élu, les Français ont adopté les 1000 pages de propositions, c'est une illusion absolue. Et par ailleurs, il y a une autre illusion, c'est qu'après, il y a la vie. Et que la vie, elle est toujours plus compliquée que les 1000 pages qu'on a préparées en chambre ou même avec les Français. Est-ce que ça n'est pas une vision un peu, si je puis dire, angélique, quand on voit les deux dernières élections qui se sont produites à la fois de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, et le Brexit, qui ont été, où les campagnes ont été largement bâties sur le mensonge. Et le mensonge a gagné, si je puis dire. Est-ce que le discours qui consiste à dire aujourd'hui il faut dire la vérité, il faut mettre les choses sur la table, n'est pas porteur de défaite? Et je crois que précisément ce qui s'est passé au Royaume-Uni et ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière illustre ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la politique, ce ne sont pas seulement des mesures, et on peut après, on peut regretter ce qui s'est passé là-bas, outre-Manche et outre-Atlantique. On peut dire que c'est une autre vision qu'il faut porter, mais Trump n'a pas été élu sur 110 propositions ou 1000 pages. Justement. Mais sur 260 ou 280 mensonges, ou injures. Mais excusez-moi, mais entre 1000 pages de propositions qui ne donnent en réalité aucun mandat et 1000 mensonges répétés, il y a encore un grand espace. Alors, peut-être, Agnès, vous voulez dire? Oui, sur cette question de la primaire, finalement, je vous trouve un peu dur. Pourquoi? Parce que quand on a suivi les campagnes de 2002, de 2007, de 2012, à aucun moment il n'y a eu un effort de détail, de séquençage des réformes, d'explication sur 5 ans
des objectifs. Alors, bien sûr, il y a encore des angles morts quand on dit qu'on va faire 20 milliards d'économies sur l'assurance maladie et qu'on ne dit pas comment on va réformer l'assurance maladie véritablement. On peut se poser des questions. Donc, c'est aussi à nous, les think tanks, de leur dire, là, il manque de détails, là, on ne comprend pas comment vous allez faire. C'est aussi à nous de calmer les esprits quand on dit qu'on va arriver à 3% de croissance, de faire une étude comme nous l'avons fait à la Fondation IFRAP en évaluant avec un modèle économétrique le pourcentage de croissance auquel on pourrait arriver en moyenne sur la durée du prochain quinquennat par candidat en fonction des propositions fiscales, à la fois à la hausse, à la baisse, en fonction des propositions de baisse et de hausse de dépenses. Et là, ce qui est important, c'est de dire que le sens de tout ça, ce que demande Laurent finalement, c'est pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi c'est le choc entrepreneurial au service de la France. C'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on attend, que ce soit à gauche ou à droite, c'est-à-dire la possibilité de relancer la création de valeur ajoutée dans notre pays. Tout le monde le demande, non, mais c'est le besoin aujourd'hui. Et si on ne le fait pas, si on ne réforme pas la façon de gérer les collectivités locales, où on a dépensé sans compter ces dernières années, en endettant, en chargeant sur les taxes foncières, à la fois au niveau des entreprises, au niveau des ménages, évidemment, il va y avoir un report de voix sur les extrêmes, etc. Parce qu'ils se diront, mais finalement, ils ne sont pas prêts à réformer, ils ne sont pas prêts à faire le job. Alors, moi, quand je me déplace partout en France, que je donne des conférences à des personnes qui ne sont pas forcément des personnes à la tête d'entreprises, c'est aussi des universités interâges, c'est aussi des associations, c'est aussi des librairies, avec des personnes qui représentent un peu la France en moyenne. Ils disent, nous, on veut savoir le comment on fait, la méthode, les objectifs avec des engagements chiffrés. Et ce ne sont pas des super experts. Ouais. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas chiffrer, pourquoi on ne voudrait pas donner les détails, alors que c'est ce que les Français attendent, et qu'au contraire, la vague populiste, vous l'aurez s'il n'y a pas ces détails dans le programme. Je vais être obligé de finir le débat. Peut-être un petit mot très rapide, Thierry Pech, là-dessus. Non, moi, je trouve ça bien qu'on dise ce qu'on va faire, et je trouve que de ce point de vue-là, l'effort programmatique qui a été fait par la droite est bon. Évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, les Français ne vont pas élire 1000 pages ou 800 pages. Ils vont élire quelqu'un qui leur racontera l'avenir. Il faut leur raconter l'avenir. Donc tout ça n'est pas contradictoire. Moi, ce qui me gêne dans ce que j'entends dans le débat programmatique à droite, c'est pas les mesures économiques. On pourrait y avoir des discussions sans fin sur les fonctionnaires, etc. Mais c'est pas le sujet. C'est qu'il y a un problème qui va être un problème clé des années qui viennent, qui est assez absent, qui est le problème de la cohésion sociale. Les démocraties occidentales sont mises à rude épreuve de ce point de vue. On l'a vu avec la Grande-Bretagne, on l'a vu avec les États-Unis, on peut le voir demain avec beaucoup d'autres pays, dont la France, mais pas seulement la France. Donc, que la France ait un problème de compétitivité à résoudre, ça, je pense que ça ne fait pas de doute. On l'a attaqué, insuffisamment peut-être, mais je pense qu'il faut poursuivre et c'est très bien. Mais il faut penser aux conditions de la cohésion sociale, sinon tout va péter. Nous sommes assis sur un volcan. Il faut que vous en ayez tous conscience. Et ça suppose que la question sociale soit adressée, y compris par la droite, dans ces échanges au cours de la primaire. Très bien. Je vais demander juste à Christophe Catoire de conclure en 2 mots, après avoir entendu ces échanges, et puis on terminera le débat sur cette petite conclusion. Merci. Pour conclure, peut-être tout d'abord se dire qu'on était quasiment dans un format de réforme, puisqu'il y a eu de la confrontation, du débat d'idées. Et je pense que vous l'avez dit, le fait que vous représentiez des instances sur lesquelles des personnes d'horizons très différents puissent partager sans enjeu statutaire, mais avec l'objectif de sortir des idées et de proposer des solutions, on l'a vu à cette table aujourd'hui. Il y a eu des idées, il y a eu des oppositions, il y a probablement quelques clés qu'on peut reprendre en synthèse de « peut-on réformer la France ?» J'en noterai 4. Et pour les étayer en reprenant quelques-uns de vos verbatims, le premier, on a un environnement qui n'est pas nécessairement des plus simples pour réformer. Des institutions sur lesquelles le président de la République peut énoncer son programme, mais il n'est pas seul à décider. Néanmoins, on y reviendra, une notion de courage qui a été associée à ces institutions, une représentativité des syndicats, que ce soit dans le domaine public ou privé, qui ne facilite pas la donne, et en toile de fond, une cohésion sociale qui est un facteur clé qu'il va falloir mettre sous tutelle. Donc on voit le terreau en termes d'instance n'est pas nécessairement le plus favorable à la réforme. Peut-être un sujet pour ceux qui devront s'occuper des prochaines réformes. Deuxième thématique importante, c'est la méthode. Les mots qui ont été utilisés, parfois mal négociés, mal préparés, pas toujours annoncés, et je retiendrai ce qu'a dit Thierry Pech en conclusion, dire ce que l'on va faire, c'est probablement une bonne notion, ça a été dit aussi au travers de programmes plus étayés cette fois-ci qu'il ne l'était précédemment. Et je retiendrai également le fait de dire
beaucoup de non-voisins, puisque c'est un peu l'objet de cette instance où nous représentons des sociétés internationales, ont eu le courage d'accepter une confrontation et de prendre en final la décision, et pas de s'arrêter au milieu du gué en revenant en arrière avec des petits pas acceptés et concédés, et en n'ayant pas le courage d'aller au bout. Et puis je terminerai par un sujet qui pour le coup me tient également à cœur, c'est la vision. Effectivement, dans le débat, il y a probablement beaucoup de mesures techniques, et on le sait, c'est toujours il le faut, et en même temps, il faut savoir pourquoi faire. On dit souvent dans les entreprises, quand on réforme, d'où on vient, où on va et comment on y va. La question qui peut être posée, c'est dans cette réforme, est-ce qu'on a bien respecté les 3 étapes? Ça, c'est le premier élément. Est-ce qu'on a bien validé qu'on n'était pas que sur les moyens, mais on adressait aussi des enjeux? Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce qu'on évalue les objectifs? J'aime beaucoup la thématique qui était développée sur la dépense publique, pour se dire finalement on va la réduire, on prend une mesure pour la réduire, on en prend une autre qui l'augmente, et finalement il y a un tour de passe-passe et on n'est pas à l'objectif attendu. Et enfin, et probablement un point de réflexion pour nous, il faut des choix radicaux. Choisir, c'est renoncer. Je pense en tout cas dans cette instance qui est très économique, de temps en temps on a envie d'entendre, de savoir si pour la France, le numérique, les services à la personne par exemple, c'est des choix actés sur lesquels on a envie de se battre, et peut-être qu'il y a d'autres choix sur lesquels on a envie moins de se battre. Aujourd'hui dans le débat, ça n'est pas dit, on a l'impression qu'on doit tout faire, et probablement que ce n'est pas la meilleure façon de réformer. Voilà en synthèse ce que je dirais. Merci Christophe Catoire, et merci à vous. Merci beaucoup. Merci Christophe et merci à tous les panélistes pour ce débat passionnant. On aurait souhaité qu'il puisse durer plus longtemps. En tout cas, continuer à nourrir le débat présidentiel qui commence, tant sur le comment que sur le quoi.